décollage. Bonjour à tous nos amis autour du monde et bienvenue à Kourou, d'où partent tous les lanceurs européens pour cette vidéotransmission en direct du lancement par Arianespace du vol numéro 12 de Vega. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour cette mission. C'est le premier vol de l'année pour Vega et un satellite scientifique très intéressant nommé Aeolus. Comme son nom l'indique, il a un lien avec le vent. En effet, il va mesurer les profils des vents à l'échelle planétaire. Et c'est le premier satellite de son genre. Toutes les équipes ici à la base et en Europe, ESOC et ESTEC, bonjour à vous, sont en train de se préparer pour le décollage. La chronologie se déroule comme prévu et nous avons encore 18 minutes et 36 secondes jusqu'au décollage. Nous sommes en direct, comme d'habitude, depuis le centre de contrôle Jupiter. Notre commentateur français, Pierre, est sur la terrasse de rang. À l'extérieur du bâtiment Jupiter, une terrasse en fait qui donne là tout droit devant moi à 14 km et il y a le pas de tir Vega un peu plus à gauche. C'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil d'ailleurs, c'est le soleil qui se couche et qui tape. Par moments il est un peu voilé par des nuages, ici un petit peu de couverture nuageuse, mais tout de suite nous allons découvrir le lanceur Vega, le lanceur léger de la gamme Ariane Group. Et ce lanceur, il mesure 30 mètres de haut, une masse totale de 138 tonnes et une poussée au décollage de 2200 kN. Concernant notre satellite qui est sous coiffe, vous voyez, forcément, le client, c'est l'Agence spatiale européenne. Sa masse au décollage, c'est 1357 kg. Et sa mission, l'observation de la Terre et des vents plus particulièrement. Le prime contractor, le maître d'œuvre, c'est Airbus Defence and Space. Sa position, ce sera héliosynchrone, une orbite héliosynchrone à 320 km d'altitude. Donc, un petit peu au-dessous de la Station spatiale internationale, qui, elle, se trouve à 400 km d'altitude en orbite. Mais tout de suite, nous retournons à l'intérieur du bâtiment Jupiter. Nous retrouvons Joshua Jean-Paul. Right, Pierre, we're here with Stefan Israel. Nous sommes ici avec Stéphane Israël, le président exécutif d'Arianespace. Nous avons quelques questions. What makes it special? C'est le 12e lancement Vega. En quoi est-il spécifique? Donc, vous voulez que je réponde en anglais ou en français? Donc, c'est une mission spécifique parce que c'est la 50e mission que nous réalisons pour ESA et démontre très bien notre raison d'être qui est de garantir à l'Europe un accès autonome et fiable à l'espace. Et c'est également très spécial parce que c'est dédié à l'environnement. Comme vous savez, Aeolus va nous aider à mieux comprendre l'environnement et les vents, et on pourra également, grâce à lui, mieux comprendre le changement climatique. Donc, Aeolus va nous permettre de faire ce que nous voulons faire, c'est fournir des services pour améliorer la vie sur Terre. Pouvez-vous nous en dire un tout petit plus sur la mission ce soir? C'est le 12e Vega que nous lançons. On travaille en partenariat avec Avio, le Prime de Vega. Nous avons eu 11 lancements réussis. Ce soir, c'est le 12e. La mission va durer 55 minutes. Nous allons avoir les 3 étages qui vont fonctionner pendant 6 minutes et demie. On va se diriger vers le nord et on va avoir 2 allumages de la VOOM. Et après 5 minutes, on va livrer le satellite sur son orbite. Tout est au vert, la météo est très bonne, la météo est de notre côté, le lanceur est prêt, le satellite est prêt, donc d'ici quelques minutes, tout devra bien se passer. Merci Stéphane. Stéphane retourne travailler au bocal derrière nous où toutes les équipes d'ESA, d'Arianespace et du CNES travaillent. Et maintenant, on va retourner vers Pierre et la mission. Oui, ici, nous allons vous faire un petit résumé très rapide
de tous les événements qui vont se dérouler pendant la mission de ce soir, pendant le vol de Vega. Nous allons résumer 1 heure en 1 minute et 30 secondes. Donc, vous savez que c'est le P80, le premier étage de Vega, qui va lui permettre de s'arracher à l'attraction terrestre. Il va brûler 90 tonnes de poudre en moins de 2 minutes. Donc, c'est lui qui va permettre à Vega son envol. On s'en séparera à une altitude de 53 km, voilà, sur les images. Et immédiatement, c'est le 2e étage, le Zefiro 23, 25 tonnes de poudre, qui va prendre le relais. Il s'éteindra également et ce sera au tour du Zefiro 9 de prendre le relais, mais presque aussitôt la coiffe qui protège notre passager va se séparer en 2 demi-coiffes, ce qui nous permettra d'apercevoir Aeolus enfin. Et l'étage Zefiro 9 et ses 11 tonnes de poudre vont également finir leur travail. La séparation de cet étage, ça sera une altitude de 213 km. Ensuite, c'est l'étage supérieur, l'Avoum, à propulsion liquide, qui prendra le relais. Et notre passager restera bien arrimé à cet étage. Ce dernier étage du lanceur possède un moteur à propulsion liquide. Il sera allumé une première fois pour une poussée de 8 minutes environ, puis il s'éteindra pour enclencher une phase balistique sans poussée. Et l'Avoum sera allumé une deuxième fois, une seconde fois, pour une très courte poussée, une poussée d'un peu plus de 20 secondes pour finaliser la mise en orbite d'Aeolus. Vous voyez très belles images avec l'horizon. À l'horizon, c'est la Terre. Et là, on décrit bien le réseau des stations sol qui vont recevoir les données qu'envoie automatiquement Vega sur la Terre et aux stations sol. Et puis, il y aura la séparation. Voilà, vous le voyez, sous vos yeux, la séparation, la libération d'Aeolus qui prendra sa vie autonome dans le ciel. Le résumé, c'est très résumé, hein, c'est 1 minute et demie pour 1 heure de mission pratiquement dans le ciel. Nous allons tout de suite revenir à l'intérieur de Jupiter. Josh, c'est à vous. Merci Pierre. Nous avons le premier film que nous allons vous montrer ce soir. Ça va être sur le contrat de service de lancement avec Arianespace. Et c'est Pierre-Yves Bertin, le directeur de programme, qui va nous le présenter. L'Agence spatiale européenne est le client fidèle de Vega pour les missions d'observation de la Terre. Aeolus arrive après Sentinel-2A et Sentinel-2B lancés par Vega en 2015 et 2017. En tant que premier profileur de vent dans l'espace, Aeolus est une mission complexe, soutenue pendant de très longues années par des personnes très motivées, dont certaines assistent au lancement aujourd'hui. Pour elles, c'est le fruit d'un travail acharné et de beaucoup de persévérance. Pour Aeolus, la préparation au lancement s'est faite en plusieurs étapes. Les études initiales ont permis la consolidation des performances demandées à Vega, étant donné la masse du satellite et son orbite opérationnelle. Des réunions dédiées ont eu lieu afin de passer en revue les aspects clés de la mission de lancement. Une visite du CSG a été organisée pour permettre aux spécialistes d'évaluer les installations de préparation des satellites et d'anticiper tout besoin de moyens sol. Quelques mois avant le lancement, l'analyse de mission finale a été lancée, la documentation produite par Arianespace a été vérifiée par le client et a servi à configurer les moyens de la base spatiale. La campagne de lancement a démarré début juillet et enfin, l'autorisation de lancer a été soumise aux différents organismes de réglementation. À Arianespace, nous sommes fiers de participer à la mission Aeolus aux côtés de nos partenaires Avio et l'ESA dans son rôle d'autorité de qualification de Vega. Pierre-Yves Bertin, dans le film, a parlé des équipes et de leur travail acharné et toute la persévérance. Et ils en avaient vraiment besoin parce que certaines personnes qui travaillent sur ce projet travaillent depuis pratiquement 20 ans. Maintenant, Pierre? Vous le savez, si vous êtes un habitué des vidéotransmissions, nous vous montrons depuis quelque temps la visite de la Guyane par les airs, filmée par drone. Il y a déjà eu Cayenne, Sinnamary, Kourou, et maintenant c'est au tour de Montcinéry, Tonnégrande. En 1942, les deux collectivités de Tonnégrande et de Montcinéry fusionnent. Elles deviennent une seule et même commune, celle de Montcinéry-Tonnégrande. Tonnégrande en créole, ça signifie bien sûr le tonnerre gronde. Aujourd'hui, cette commune fait partie de la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane. Elle est située à une 40aine de kilomètres de Cayenne par la route, mais seulement 15 kilomètres en pirogue, ça va plus vite via les rivières de Cayenne et Montcinéry. On voit l'église, superbe petite église à Montcinéry-Tonnégrande.
La rivière de Montsinéry longe le bourg et ses maisons créoles très pittoresques. Le tourisme fluvial permet de découvrir le paysage de forêt. Vous voyez, magnifiques images avec 3 bras de rivière et les mangroves. Montsinéry est réputé pour ses huîtres de palétuvier. Aujourd'hui, pourtant, les huîtres ont presque disparu, mais un ostréiculteur tente de les réintroduire. Montsinéry-Tonnégrande possède depuis 2015 son écomusée, un lieu chargé de mémoire avec des vestiges d'anciennes habitations, des souvenirs de famille, des mémoires de la vie d'antan. Sur le territoire communal, on trouve le bagne des Anamites, où furent déportés vers 1930 les prisonniers indochinois. Au lieu de mémoire de la commune, ce camp recèle de nombreux vestiges amérindiens et coloniaux. Une balade en hydravion vous permettra d'apprécier véritablement cette commune et ses alentours et découvrir notamment la base de loisirs La Mangrove ou encore le zoo de Guyane, un zoo riche de toute la biodiversité de cette région, et elle en possède. Montsinéry, Tonnégrande, allez-y, vous n'en reviendrai pas. La chronologie se passe normalement. On a à peu près 9 minutes jusqu'au décollage avec Aeolus. On aime bien vous présenter certains acteurs clés de cette mission. Ici, vous voyez la cellule de vol état-major d'Arianespace. À sa tête, il y a Stéphane Israël. À côté de lui se trouve Roland Lager, directeur technique et qualité, Pierre-Yves Bertin, directeur de programme, et Anders Elfing. C'est eux qui vont prendre des décisions en cas d'imprévu. Donc, tout est prêt. Je vous permets de retrouver Pierre une dernière fois. Campagne de lancement qui a permis de préparer cette mission, eh bien, côté lanceur, elle dure environ 1 mois. Côté satellite, elle a duré 2 mois. Et le satellite est venu par bateau, contrairement à la plupart des satellites qui viennent par avion cargo. Il faut dire que Aeolus n'aurait pas supporté les repressurisations d'un voyage aérien. C'est un satellite formidable, mais c'est un satellite aussi qui a ses spécificités, ses fragilités. Et donc, je vous propose de partir voir un résumé de la campagne de lancement. Cette campagne qui a impliqué de nombreux acteurs ici au Centre spatial guyanais. Nous sommes proches de la fin de cette campagne passionnante qui a débuté il y a 2 mois. Le satellite Aeolus est arrivé en Guyane le 28 juin par bateau, ce qui est plutôt inhabituel pour une campagne de lancement d'Arianespace. Le choix du voyage par bateau a été retenu afin d'éviter les changements de pression qui se produisent lors du décollage et de l'atterrissage d'un avion auquel la charge utile est très sensible. Le satellite a été transféré dans les locaux du bâtiment S5 le même jour et sorti de son conteneur le lendemain. Un test a été mené pour vérifier la compatibilité du satellite avec son adaptateur de vol. Lors de ce test, le système de purge a également été contrôlé. Ce système fut introduit afin de maintenir la charge utile dans un état de propreté extrême, car même une légère contamination pourrait impacter la performance de la mission. La contribution au projet Aeolus du département environnement, charge utile et interface d'Arianespace, pour lequel je travaille, a débuté bien avant la campagne de lancement. En effet, ce département est en charge d'assurer la qualification du satellite à l'environnement de vol du lanceur Vega et de produire l'adaptateur de vol, permettant d'une part d'intégrer le satellite sur le lanceur et d'autre part sa séparation une fois l'orbite visée atteinte. Nous sommes également chargés de vérifier la compatibilité entre cet adaptateur et le satellite via différents contrôles appelés fit check. Ainsi, pour Aeolus, j'ai participé en 2017 au test de séparation et depuis 2018 au fit check qui a permis de confirmer la compatibilité totale, tant mécanique qu'électrique, des 2 éléments, adaptateur et satellite. En ce qui concerne la campagne de lancement, l'autorité technique des interfaces charge utile émet le cahier des charges à respecter pendant les différentes opérations combinées entre le satellite et les éléments du composite supérieur tels que l'adaptateur, la coiffe, etc. Ces spécifications nous permettent de respecter toutes les exigences de ces équipements et du satellite. Au cours des semaines suivantes, les tests électriques sur le satellite ont été réalisés et les préparations au remplissage finalisées. Dans le hall du remplissage du S5B, le satellite fut rempli du monoergol hydrazine. Le satellite a été aussi rempli d'oxygène qui n'a pas de fonction dans le système de propulsion, mais qui sera utilisé pour les purges en orbite des lasers à haute puissance et des optiques. La purge de l'oxygène évite toute contamination afin de garantir l'extrême propreté de la charge utile. Après les opérations de remplissage, la phase des opérations combinées a débuté avec l'intégration du satellite Aeolus sur son adaptateur de vol.
Après les vérifications et inspections finales, la COAF est venue couvrir le satellite pour former ce qu'on appelle le PAC. Tout au long de cette phase combinée, l'autorité technique travaille en étroite collaboration avec les responsables des opérations, fournissant un appui technique si nécessaire et participant à la résolution d'éventuelles anomalies. L'autorité technique est également l'un des principaux interlocuteurs du client satellite pendant la campagne de lancement, fournissant un soutien sur les sujets techniques. La répétition générale fut réalisée avec succès. La revue d'aptitude de lancement a donné l'autorisation de débuter les opérations de la chronologie finale. Nous entrons maintenant dans la phase finale de la chronologie avant le décollage. Eh bien oui, we are entering the final countdown now. Oui, effectivement, car vous le voyez sur vos écrans, nous approchons de H0 moins 4 minutes. Alors, à H0 moins 4 minutes, c'est le début de la séquence synchronisée. Une séquence qui va permettre au lanceur de devenir peu à peu autonome et bien évidemment, quand il va s'envoler dans le ciel, eh bien, il sera totalement autonome. Donc, nous allons écouter Fleur Lefebvre nous lancer cette séquence synchronisée de moins 4 minutes. Top, H0 moins 4 minutes. Voilà, c'est parti et c'est bien parti pour cette séquence synchronisée. Alors que vous le voyez, les personnalités, j'ai aperçu Luce Fabreguette qui est à Jupiter avec beaucoup de gens de l'ESA. Ils sont là, ils ont les yeux bien ouverts sous la coiffe. Notre satellite, et vous le savez, tous les paramètres du panneau des verts sont au vert. Autorisation de lancement, état de la base, logistique, sauvegarde, mesures, télémesures, localisation, télécom, météo, ensemble de lancement et puis bien sûr lanceur Vega et Aeolus. Tout doit être au vert pour permettre le décollage de Vega. Je vous le disais tout à l'heure, il y a de très nombreux acteurs impliqués dans un décollage spatial, bien évidemment, et nous allons partir en images au CDL. Alors le CDL, c'est le centre de lancement. C'est là que se trouvent les hommes et les femmes qui sont les plus proches du lanceur. Ils sont environ 3 km du pas de tir. Alors c'est un bâtiment, voilà, très belles images, majestueuses. On rentre dans alors c'est à l'intérieur de ce bâtiment qu'on vient de voir. C'est un bâtiment entièrement blindé, entièrement sécurisé, dans lequel sont nos opérateurs, un bâtiment protégé avec des hommes et des femmes qui conduisent les opérations finales de cette chronologie. On vient d'apercevoir Frédéric Fakin. Autour de lui, eh bien, il y a l'équipe qualité avec Vincent Garouste. Il y a, on vient de le voir, Antonio Pizzicaroli, représentant de la société Avio. Et puis, il y a à la tête de l'équipe autorité de conception, Sophie Caruel. Alors, ce centre remplit les mêmes fonctions que pour Ariane 5, mais il y a un petit peu moins de paramètres à surveiller puisque le lanceur Vega, eh bien, il fonctionne essentiellement avec des propergoles solides et c'est un petit peu moins compliqué que pour Ariane 5, par exemple, avec tous ces ergols liquides, son hydrogène et son oxygène liquide qui nécessitent toujours des compléments de plein et une observation extrêmement fine. C'est une équipe donc resserrée de 55 personnes au CDL qui sont au plus près de Vega, alors que nous voyons le bâtiment Jupiter. Nous vous parlons depuis ce bâtiment. C'est à l'intérieur qu'il y a le fishbowl et qu'il y a les spectateurs. Alors ces spectateurs, vous le voyez, ils bougent évidemment, ils se lèvent de leur siège et ils reviendront tout à l'heure. Mais ils veulent voir le lancement avec leurs yeux. Ils veulent voir le lancement à l'œil nu. Ils ont raison, car ici, le jour tombe en Guyane et on va pouvoir voir, ce sont de très bonnes conditions pour voir Vega s'envoler dans le ciel de la Guyane. Et je comprends très bien que tout le monde aille sur les terrasses. Alors Aeolus est le 120e satellite d'Airbus Defence and Space lancé par Ariane Espace. Et on peut noter qu'il y a encore dans le carnet de commandes d'Ariane Espace encore 20 satellites Airbus. Mais tout de suite, nous écoutons la DDO. Top H0 moins 1 minute. Eh bien voilà. Voilà, dans 1 minute, Vega va s'envoler. Alors, c'est le moment tout de suite d'envoyer un salut très amical pendant que tout le monde est sur les terrasses, là, à Jupiter. Un salut amical bien dans toute l'Europe aux équipes de l'Agence spatiale européenne, bien sûr aux équipes du CNES, aux équipes de l'ESOC, de l'ESTEC, celles du constructeur Airbus et aux équipes d'Ariane Espace à Évry. Un lancement spatial, vous le savez, c'est toujours un spectacle. C'est un vrai son et lumière en mouvement. C'est un événement qui s'inscrit dans nos rétines et dans nos mémoires. Alors, je vais me taire, je reviendrai dans quelques secondes, je vous laisse profiter du spectacle.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80 et décollage VV12 Aeolus. La propulsion est nominale. La trajectoire est nominale, la propulsion du P80 est nominale. Très belles images qu'on a vues pour ce dé. On l'aperçoit entre deux nuages, vous voyez. Il est tout petit notre Vega, mais il franchit allègrement la barrière nuageuse ici en Guyane. Superbe. Il continue avec une caméra rapprochée, on l'aperçoit. Il laisse une traînée de gaz de combustion dans le ciel, bien évidemment. Et on l'aperçoit sur ces images de caméra très rapprochées. On n'aperçoit plus d'ailleurs que sa traînée lumineuse. C'est le premier étage, le P80, qui est à l'œuvre. Alors ce P80 déploie un maximum de puissance dans un temps très court, moins de 2 minutes de travail, mais il est là pour ça et il fonctionne à merveille à l'heure actuelle. Le P80, c'est un cylindre de 3 mètres de diamètre, 11 mètres 20 de hauteur. Il contient près de 90 tonnes de propergol solide et il délivre une poussée de 226 tonnes pendant 1 minute et 55 secondes. C'est un étage particulièrement important car il permet au lanceur d'échapper à la gravitation terrestre, d'échapper à l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. C'est un tour de force combiné puissance et masse réduite au décollage. Autre particularité, la tuyère est équipée de vérins électromécaniques pour l'orientation de la poussée. Tout se passe bien. Lanceur par la station de Saint-Jean-du-Maroni. Voilà, on vient d'apercevoir, je pense, la séparation à l'œil nu. Vous le voyez, bien sûr, la traînée s'est épaissie. Et tout de suite, c'est l'allumage du Zefiro 23, bien évidemment. Et Vega continue dans le ciel. Alors, Gilles Labruyère vient de me rejoindre, tant mieux pour moi, car c'est un véritable expert. Il est spécialiste donc d'Aeolus. Gilles, vous me paraissez un peu essoufflé, un peu ému. Vous étiez sur les terrasses, vous travaillez sur ce projet depuis 18 ans. 18 ans, mais je voudrais juste dire que c'était absolument splendide, c'était superbe. C'était beau, voir ça comme ça, c'est toujours beau. C'est fantastique. Donc vous êtes un des plus anciens, vous êtes le plus ancien d'ailleurs, je crois, sur le projet. À l'agence, je suis le plus ancien, 17 ans, le seul qui reste des débuts du projet d'ailleurs. Et quel est votre rôle dans ce projet? Alors mon rôle, c'était ingénieur mécanicien, donc je m'occupais des structures et des mécanismes du satellite. Voilà, ingénieur mécanicien, ça consistait en quoi? Ça consistait surtout à suivre ce que faisait Airbus dans le domaine de la conception et des essais des structures et des mécanismes, c'est ça que je sais. Et j'ai quelques petites pièces à moi sur le satellite, donc je suis très fier. Et oui, on va dire tout de suite, vous avez un timbre de voix très particulier, très caractéristique, au moins les téléspectateurs risquent pas de nous confondre. Ce voile sonore, ce léger tremblement dans les fréquences, on peut le dire en fait, c'est dû à un problème de santé. Un traitement long et un peu raide a affecté ma voix et j'essaierai de la relaxer le plus que je peux. Voilà, en plus vous êtes ému. Alors en tout cas, cette empreinte vocale, on risque pas de nous confondre. Vous êtes Gilles Labruyère, je suis Pierre Junière. Dans quelques instants, la séparation du Z23, le deuxième étage. Voilà, ça vient d'intervenir sous vos yeux et sur vos écrans. Et immédiatement, c'est le Z9, le troisième étage à propergol solide qui va s'allumer. Il va pousser un peu plus que les autres et tout de suite, on va avoir la séparation en 2 demi-coiffes de la coiffe. Voilà. Et on voit votre bébé, enfin. Ça vous fait quelque chose, là, Gilles? Ouais, bien sûr que ça me fait quelque chose. Extrêmement heureux. Et beaucoup de gratitude aussi pour le fait d'être en route. Oui, on est en route. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, alors qu'on revient, bien évidemment, on va faire tout de suite toujours la navette entre ces images qui sont tout à fait conformes au programme de vol. Nos caméras peuvent pas aller dans l'espace tout là-haut, mais ces images en 3D, ces images de
synthèse sont tout à fait conformes au programme de vol. On va tout de suite dire qu'en haut à droite sur vos écrans, vous avez la courbe de vol, la courbe prévisionnelle, et pour l'instant, vous le voyez, la situation de notre Vega, c'est la croix qui est parfaitement dans le petit cercle vert, la croix jaune, ce qui veut dire que tout est conforme au programme de vol. Au-dessous, eh bien, vous avez un planisphère où il y aura tout à l'heure un globe qui nous permettra de suivre les stations de contrôle. D'ailleurs, elles sont décrites: Gallio, Bermuda Island, Saint-Hubert. Gallio, c'est ici en Guyane. Les îles Bermudes, eh bien, c'est tout près des États-Unis, et Saint-Hubert, c'est au Canada. Alors que le Z9 continue à pousser, il va pousser encore, on va dire, 3 minutes environ. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut, Gilles, expliquer la mission? C'est très compliqué, mais est-ce qu'on peut simplifier? Non, la mission est assez simple. Ça consiste à mesurer la vitesse des vents sur toute la Terre et dans l'épaisseur de l'atmosphère. L'épaisseur de l'atmosphère, ça veut dire entre 0 km et 30 km. Voilà, entre 0 km et 10 km, il y a la troposphère. Au-delà de 10 km, c'est la stratosphère qui commence. Et vous allez dans la stratosphère jusqu'à 30 km. C'est ça. Et vous mesurez l'entièreté des vents du globe. C'est ça, sur toute la Terre, par 25 tranches, en fait, dans l'épaisseur de l'atmosphère. Et comment Aeolus mesure la vitesse des vents? Alors, explication simple aussi. L'explication, je ne sais pas si elle va être simple, mais Aeolus mesure la vitesse des vents par l'effet Doppler sur un laser qu'il envoie vers l'atmosphère. Et l'atmosphère retourne une partie du faisceau laser avec une toute petite différence de longueur d'onde que Aeolus mesure. Et oui, c'est l'effet Doppler, c'est l'effet qu'on connaît tous finalement. C'est l'effet du train qu'on entend au loin qui est très grave. Et puis quand j'étais gamin, je jouais avec des voitures qui faisaient exactement, c'est cet effet-là, et c'est cet effet que va pouvoir mesurer Aeolus avec son laser ultraviolet. On y reviendra bien sûr, mais peut-être d'ailleurs que on peut dire en 2 mots. Hein, je surveille quand même l'écran parce que on va essayer de ne pas rater. Séparation de l'étage Z9. Voilà, on l'a sous nos yeux, la séparation de l'étage Z9. Maintenant, eh bien, c'est la VOOM et c'est votre Aeolus qui sont en route vers leur orbite. Alors, il y aura un premier allumage qui va intervenir dans 1 minute et demie, 1 minute et demie, pardon, environ. Le premier allumage de la VOOM, il y en aura 2. Alors, la VOOM, c'est un moteur qui permet justement les allumages et les réallumages. On va tout de suite continuer avec vous, Gilles, car c'est toujours passionnant de rentrer dans la structure comme ça d'un satellite, de quelque chose qui est vraiment de très, très haute technologie. La structure, d'ailleurs, c'est Mars Express. Vous avez copié. On a repris une structure de Mars Express parce qu'on avait besoin de 2 gros réservoirs et il n'y avait pas beaucoup de structures disponibles. Mars Express avait aussi 2 gros réservoirs de Propergol, donc elle convenait parfaitement pour Aeolus. Et alors, on va dire que Aeolus, moi je le trouve magnifique parce que tout simplement, sa forme géométrique, on le voit, c'est très simple, c'est un tube posé sur un cube. Oui, la forme est assez archétypale, c'est ça, c'est presque un jeu de cubes pour les enfants. Un cube, le cube, c'est les servitudes du satellite et la partie, le cylindre, c'est l'instrument. Alors je vais essayer d'aller très vite. Dans le tube, un laser ultraviolet qui envoie un faisceau vers la Terre, et au fond du tube, donc juste avant le cube, il y a un miroir parabolique qui va recevoir la réflexion des ondes, mais il y a très peu de réflexion en fait, parce qu'on tape sur des nuages, sur des gouttelettes, sur des aérosols, donc reviennent des choses très très minimes finalement. Pour un photon reçu par Aeolus, il y en a 1 milliard de milliards qui doivent être émis. Mais ce qui justifie la puissance de notre laser. Oui, un laser extrêmement puissant, alors que sous nos yeux, il y a eu sur nos écrans l'allumage de la VOOM, ce premier allumage qui va permettre aux lanceurs de suivre la trajectoire de vol. On revient tout de suite avec vous sur la conception d'Aeolus, la conception du satellite, le miroir parabolique, donc qui va recevoir tout ce qu'on disait, ces réflexions qui sont minimes. Il faut qu'il soit donc d'une surface optique quasi parfaite. Oui, d'abord il doit être grand, donc il fait 1,50 m de diamètre, et ensuite la surface doit être visuellement parfaite, effectivement, puisque notre longueur d'onde est très très courte. Donc on a un miroir qui visuellement est une perfection. Est une perfection, et vous m'avez dit, c'est une porte dans l'espace. Quand on le regarde à l'œil nu, on est perdu. On ne sait plus où on se trouve, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Il y a un côté magique. On ne sait pas ce qu'on voit. On ne voit pas le miroir parce qu'il est trop parfait pour le voir. On voit ce qu'il y a derrière moi, et avec une déformation assez considérable. Et donc il y a un côté vraiment incroyable. Tout de suite, un sujet, la présentation, un film en anglais sur Aeolus, votre satellite.
In August, the European Space Agency will launch its latest Earth Explorer mission, Aeolus. The mission aims to further improve our understanding of winds and help increase the accuracy of weather forecasts. But this new satellite is unlike any other. For example, its shipment to Kourou is by boat rather than plane, because the sudden increase in atmospheric pressure upon landing could damage some of its delicate instruments. Aeolus is also the first space mission to acquire wind profiles on a global scale. This wind data is needed to create weather forecast and climate models. Today, meteorologists have to analyze winds by using weather balloons, tracking clouds, measuring temperature and looking at sea waves for surface winds. These methods, however, have severe limitations and give insufficient data. All of these systems are not measuring all over the globe at all altitudes from the surface all the way up to the top of the atmosphere. And in order for the model to get the winds right, they need more observations. And this is where the Aeolus satellite will come in. Aeolus will measure winds from the surface or from optically thick clouds all the way up to 30 kilometers and filling a gap in the current observing system of the Earth for forecasts. To detect these wind profiles from space, Aeolus uses a powerful laser called Aladdin, which stands for Atmospheric Laser Doppler Instrument. This instrument ejects an ultraviolet laser beam through the atmosphere. The air particles in the atmosphere, which are moving because of winds, reflect some of this light back to the spacecraft. By measuring the shift in frequency of this backscatter, Aeolus can detect the wind speed and profiles at different altitudes. Aeolus is the first satellite to use this technology in space. This is why its development has been a long and costly process. The satellite is both a technological marvel and a real challenge. We pulse our optics 50 times every second, and this goes on year after year. And this intense pulse creates 1700 degrees on the optical surface of the optics and will fatigue the optics in long run. So we've had tremendous developments of the coatings of optics and to withstand this high pulse, laser pulse ability. We are actually our own sun, if I may say. Despite its more than 16 years of development, Aeolus overcame all difficulties because the mission was of great importance to the scientific community, who have requested data on global wind profiles for the better part of 2 decades. Due to its low altitude, Aeolus will have a lifespan of only 3 years. However, ESA hopes the technology will be continued on similar satellites in the future, as the understanding of wind profiles is a key factor for meteorological and climate models which benefit us all. Superbe film de l'Agence spatiale européenne, alors que sur vos écrans, vous avez le réseau des stations au sol et puis une petite maquette. Expliquez-nous. Bon, c'est une impression 3D à l'échelle 1/72e en face de Gianfranco et de Anders. Eh bien oui, ils ont leur Aeolus à eux. Alors, on va dire tout de suite, on a vu sur les images que la couleur du tube, du baffle qui entoure le laser, c'est un lidar, mais enfin on va simplifier en disant laser, c'est blanc. Pourquoi? Oui, normalement, les satellites, ils sont plutôt dorés. Bah oui. C'est une feuille de plastique avec aluminisé derrière, donc ça donne cette impression d'or. Mais en fait, Aeolus vole à 320 km au-dessus de la Terre, donc il reste un tout petit peu d'atmosphère, et cette atmosphère est extrêmement corrosive. Et le plastique qu'on utilise pour les protections thermiques normales serait abrasé très très rapidement par cette atmosphère. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est du Kevlar. On y revient, mais tout de suite un film en musique, un film du prime contracteur Airbus. Il reste 2 minutes 30 de poussée de l'avoue, mais la propulsion est correcte.
Le pilotage est calme, tous les paramètres propulsifs sont normaux. Il reste 1 minute de propulsion de la Voom. Et belle musique, formidable. Alors, nous revoyons Aeolus sous nos yeux. Tout de suite, Gilles, il faut expliquer pourquoi ce projet a duré plus longtemps que prévu. Ouais, on est un peu en retard quand même. Il a duré plus longtemps que prévu parce qu'il y avait une difficulté qu'on n'a pas anticipée, qui était le passage du laser à travers les optiques, comme l'expliquait Anders. Et résoudre ce problème-là, donc trouver les revêtements optiques dont Anders parlait et garder les surfaces propres, a été un développement très long, très compliqué. Les solutions n'existaient pas avant que nous, on les invente. Et oui, vous m'avez dit, il restait un débris d'un micron, c'est-à-dire un millième de millimètre de matière organique, c'est-à-dire indétectable à l'œil nu. Hein. Eh bien, le laser tape une première fois, il pyrolyse, il y a du carbone, et la deuxième fois qu'il vient, ça surchauffe, on arrive à 1500-2000 degrés, et tout explose, et les optiques explosent. Et donc, comment vous l'avez résolu ce problème? Extinction de la Voom, oui. La discussion avec vous est passionnante, mais il ne faut pas qu'on rate cette extinction. C'est la première donc extinction, la rentrée dans la première phase balistique de ce qui reste de notre Vega, qui emporte donc Aeolus avec lui. Tout de suite, oui, comment vous avez résolu ce problème de propreté absolument impeccable, qu'il fallait une propreté parfaite? Alors, au milieu du projet, on a un petit génie dans l'équipe qui s'appelle Denny Werdam, qui est en charge de l'instrument, qui a découvert, enfin qui a trouvé ou qui a inventé qu'il fallait de l'oxygène pour nettoyer les surfaces. Parce que l'oxygène va se combiner avec le laser et avec les polluants qui sont en surface pour créer une combustion lente qui génère de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, qui ne sont pas des polluants, qui n'interceptent pas le laser et qui sont évacués comme des gaz. Qui vont s'évacuer comme des gaz, voilà. Absolument. Ouais. Et justement, ça a été très long à mettre au point. On a l'idée, mais après il faut le mettre au point. Et vous avez emporté, je sais, il y a 2 réservoirs d'oxygène. Il y a 13 kilos, c'est ça, d'oxygène liquide? On emporte 13 kilos à 200 bars dans 2 réservoirs, effectivement, sur un panneau dédié à ça sur le satellite. Et oui, c'est un système qui est très très compliqué en fait. On imagine que c'est simple au départ, mais c'est très compliqué à la fin. Et oui, et en plus il faut que ça dure 3 ans. C'est-à-dire que la réserve d'oxygène, il faut qu'elle dure 3 ans. Et on a des limites qui sont très très fermes sur les pressions de l'oxygène, donc on ne peut pas jouer à ne pas savoir ce qu'on fait. Oui, et ça, tout ça, vous l'avez testé dans des salles, dans des salles où on fait le vide spatial? Oui, ça on l'a testé dans des chambres à vide, en effet. Oui. C'était où que ça s'est passé, pour information? Alors, les essais sous vide ont été faits au Centre spatial de Liège, parce que c'était la seule chambre qui avait une fenêtre optique pour passer notre laser. D'accord. Alors, dans quelques instants, je pense que nous allons revoir, alors que c'est magnifique, vous voyez, ces images de synthèse qui nous montre ce qui se passe tout là-haut dans le ciel. Eh bien, on va revoir les images du décollage. C'était tout à l'heure, c'était il y a un peu plus de 18 minutes, depuis le centre spatial guyanais, Vega entre ses 4 mâts parafoudres qui part comme une sprinteuse. Elle est extrêmement rapide, c'est un lanceur léger, et vous voyez, on n'a presque pas le temps de la voir. Elle laisse sa traînée de poudre, sa traînée de gaz de combustion derrière elle, et elle est partie dans le ciel à la verticale. C'était un spectacle, vous l'avez bien vécu, vous étiez sur les terrasses. C'était fantastique, c'était fantastique. Très, très émouvant. Alors, avec la couverture nuageuse, on n'a pas pu vraiment continuer à suivre, mais on a quand même eu la séparation du premier étage, pratiquement à l'œil nu. Hein, ce qui est grave, c'est très très beau, là, effectivement. C'était tout à l'heure, donc si vous étiez là, eh bien, on vous redonne ces images parce qu'elles sont superbes. Et donc, Vega s'est bien envolé. Vega va poursuivre sa mission. Alors, vous l'avez compris, l'étage à Voom a arrêté son moteur. Donc, on est en phase balistique. C'est-à-dire qu'on va jouer avec la mécanique spatiale maintenant pour rejoindre l'orbite désirée. Ça va durer, cette phase balistique, environ une vingtaine de minutes, on va dire, hein, un petit peu plus de 20 minutes. Et puis, il y aura un deuxième allumage du moteur Vega, enfin de ce qu'il en reste, donc de la Voom, qui va durer lui 20 secondes. Hein. C'est juste pour finaliser l'orbite. Et bien évidemment, nous serons là, mais pendant cette phase balistique de 20 minutes, nous allons vous laisser avec les images, mais nous allons nous taire. Donc, nous vous laissons, mais temporairement,
pour une phase muette et nous revenons, notez-le sur vos tablettes, à H0 plus 41 minutes. Soyez fidèles au rendez-vous. À tout à l'heure. Super, merci de revenir avec nous. Nous sommes ici, fidèles au poste. Je suis encore... Coupe les ordres. Si je parle... Nous sommes là, fidèles au rendez-vous, à plus 41 minutes et 20 secondes. Donc ça veut dire que, eh bien, Vega a décollé il y a plus de 40 minutes. Et le sujet, eh bien, tout de suite, c'est avec Alexandre Dallonneau qui nous explique tout ce qui s'est passé. Nous sommes maintenant dans la phase balistique. Pour en arriver là, vous avez vu que le décollage a eu lieu à l'heure prévue il y a 41 minutes. Après le décollage, le premier étage de Vega, appelé P80, a fonctionné pendant au moins 2 minutes et a mené le lanceur à une altitude de 53 km. Une seconde après sa séparation, le deuxième étage, le Zephyr 23, a pris le relais et a fonctionné pendant 1 minute et 40 secondes. Lorsque son moteur s'est éteint, Vega se trouvait à une altitude de 127 km. 40 secondes plus tard, le Zephyr 9, le troisième étage, a pris le relais. Son moteur a fonctionné pendant 2 minutes et 40 secondes, menant Vega à 213 km avant de se séparer. Le basculement à la séparation est normal car il facilite le contrôle de la poussée. Nous sommes maintenant à 6 minutes et 30 secondes après le décollage. Il s'en est suivi une courte phase balistique de 90 secondes avant le premier allumage de la Voom. La vitesse était de 7,3 km/s. Le premier allumage de la Voom a duré 8 minutes et demie. À la fin de celui-ci, Vega volait à une altitude de 350 km. Ensuite, la phase balistique a démarré et a duré 36 minutes et demie. La longue phase balistique se terminera à H plus 53 minutes. La Voom sera à 320 km d'altitude. Le deuxième allumage de la Voom circularisera l'orbite de Vega. Il sera court, environ 20 secondes. Aeolus sera séparé de la Voom à H plus 54 minutes et 57 secondes. En raison des spécificités de la mission satellite et de son instrument laser, la trajectoire de Vega a été contrainte en attitude pendant tout le vol. Vega a été conçu pour de telles contraintes, ce qui en fait le système de lancement parfait pour ce type d'orbite. Merci à Alexandre Dallonneau pour ce récapitulatif de la mission Vega. Je suis toujours en terrasse, je suis toujours à l'extérieur avec le soleil, c'est magnifique, qui se couche là-bas, les nuages et quelques lueurs rouges, mais nous revenons à l'intérieur, nous revenons à Jupiter avec Joshua. Donc, on est toujours à l'intérieur avec moi, M. Joseph Ashpacker, le directeur des programmes d'opération de l'observation de la Terre. Nous avons 3 questions. Earth Explorers are one series of Ce sont une série de satellites qui sont consacrés à la science. En fait, ils ont 2 buts. 2 objectifs principaux. D'abord, ils doivent répondre à des questions cruciales de la science et deuxièmement, d'explorer des nouvelles technologies qui n'ont pas encore été explorées. Alors, Aeolus est le 5e Earth Explorer. Nous avons déjà lancé 4 satellites. Vous voyez sur l'écran Gautier, SMOS, Kyosat et Swarm. Donc, Aeolus, ça va être le 5e, mais on va croiser les doigts que tout se passe bien. Nous en avons d'autres comme Biomass et EarthCare qui sont les prochains à être lancés. Donc, ils abordent vraiment des questions scientifiques pour mieux comprendre le système de la Terre. Quel est le rôle de Aeolus dans les programmes de l'observation de la Terre de l'ESA? Aeolus est une mission parmi 25 qui sont en train d'être développées. Nous avons 14 missions en cours, donc on a vraiment un portefeuille très important de différentes missions. Donc Aeolus est vraiment la mission qui va vraiment aborder des questions très importantes pour la société, des meilleures prévisions météo et une amélioration des modèles climatiques. Et c'est vraiment un élément d'une plus grande famille de satellites qui permet de mesurer tous les différents paramètres de la Terre. On a d'autres familles, bien entendu, qui sont plus opérationnelles. Par exemple, les missions Copernicus
et des missions météo. Quel est le lien entre Aeolus et les missions Sentinelle de l'ESA? Donc les missions Sentinelle, c'est une autre famille de missions. C'est des missions opérationnelles. On les fait ensemble avec l'Union européenne. Ils sont cofinancés par les deux organes. C'est vraiment pour répondre aux priorités politiques du programme Copernicus. Donc nous avons lancé aujourd'hui 7 satellites sur 20 qui sont déjà financés. On dirait qu'à la fin, nous allons avoir un système le meilleur au monde pour l'observation de la Terre. Et par ailleurs, on a également des missions météorologiques que nous réalisons avec EUMETSAT. Ils sont ici avec nous ce soir. Et on travaille très bien ensemble avec EUMETSAT pour construire des missions ensemble. Très bien, Monsieur Ashbaka, merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler des vents et de la météo. Nous allons voir un film et on revient pour la séparation du satellite. Ne bougez pas. Winds on our planet are created by the difference in temperature between the equatorial regions and the poles. They are the flow of air from high to low pressure. As warm air rises in the tropics, it flows towards the poles, where the air pressure is lower. On its way there, the air cools and sinks again, conversely leading to higher pressure and counterflows near the surface. This way, winds are basically redistributing heat energy over our planet. This process of energy redistribution, combined with the Earth's rotation, generates the weather patterns we experience every day and makes our planet habitable. If we didn't have any winds in the atmosphere, then it would be very, very hot in the tropical regions and very, very cold in the northern regions. We would not be able to live in Europe because wind is a very effective transport of energy. It's similar to the draft in your house. When you open a window, you get flow in and change the temperature in the house. The wind have the same effect for the circulation. So that's the main reason for the wind. Since the dawn of time, mankind has been trying to assess winds and predict the weather. Where in ancient times farmers had to consult soothsayers and oracles, today we have more modern ways of predicting the weather. This is the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts in Reading, UK, a partner of ESA in the Aeolus programme. They make global numerical weather predictions based on in-situ and satellite measurements. Their forecasts include detailed weather predictions within the next 2 weeks, less detailed forecasts for the next month, and indications of likely trends up to a year ahead. These numerical predictions are the basis for weather reports worldwide, and they are important for society. The reason why it's important for society is probably the most important reason is it can save lives because occasionally the weather is extreme. If we have extreme storms, and it's very important that we warn people about this in advance. So the more accurate we can make our forecasts, the earlier we can advise people to take action to avoid being involved in weather disasters. In order to run weather models based on numerical weather prediction, it is important to have sufficient and accurate data on the current state of the atmosphere, such as global wind and temperature, as it is their interaction which drives our weather. Today, this data is mainly obtained via in-situ measurements of weather balloons, ground stations, and data from aeroplanes. Satellites are used to measure temperatures from space and track winds indirectly through cloud movement and wave movement on the ocean surface. However, there remains a significant gap in wind data over vast land areas, the oceans, and especially between the altitudes of 10 to 30 kilometers, where there is no in-situ data available. So we need to know the winds in remote areas such as the oceans because those winds in those areas determine what the weather will be downstream in, for example, over well-populated areas such as Europe many days later.
To address this need for more accurate global wind profiles, ESA will soon launch the Aeolus Earth Explorer satellite, with the ECMWF processing the data. If Aeolus can deliver the long-awaited wind data, meteorologists hope more satellites like Aeolus will be launched in the future. For numerical weather forecasts, it's important to have accurate wind measurements today to predict the weather tomorrow. Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur Aeolus grâce à ce film qui nous expliquait effectivement comment vont se mesurer les vents et puis l'apport d'Aeolus aux prévisions météorologiques. Alors, tout de suite, j'avais une question toute bête, hein, Gilles, c'est la puissance du laser, elle est formidable. De la télémesure lanceur par la station de New Norcia en Australie. Voilà, c'est parfait. La station Sol a acquis les données du lanceur. C'est tellement fort que est-ce que c'est pas un danger si moi je regarde le ciel? Ah mais tout de suite, on va rentrer au CVI. Vous me répondrez tout à l'heure, Gilles, mais ça il faut tout de suite expliquer que nous allons rentrer. Regardez, le CVI c'est là. Hein. Donc c'est sur un Inselberg ici en Guyane et on rentre avec les équipes. Alors ils sont très peu, hein, c'est des toutes petites équipes, mais c'est le contrôle visuel immédiat. C'est pour ça que vous avez la courbe en haut à droite et que vous pouvez voir que la petite croix jaune est parfaitement conforme au programme de vol. Ils sont tous là pour analyser les données en temps réel, en sélectionner certaines et dire, Alexandre Dalono, voilà, sous nos yeux, on a vu Claude Legrand juste auparavant, et nous dire, voilà, il est là dans le ciel, notre Vega, et nous pouvons le situer exactement. Et donc c'est une petite cellule, mais une cellule tout à fait indispensable. C'est bien d'être passé par eux et de leur avoir fait un coucou en image. Donc ma question, Gilles, c'était est-ce que c'est pas dangereux si je regarde le ciel et qu'à ce moment-là, il y a le laser qui vient pile sur moi et sur mes yeux? Non, il n'y a aucun danger au niveau du sol, parce que la tâche est de plusieurs centaines de mètres, et donc la puissance est très très faible. Même si je regardais Aeolus dans l'œil, ce qui est très difficile, mon œil ne serait pas endommagé du tout. Donc aucun risque pour les êtres hommes, vivants, ni pour tous les animaux. On est tous protégés contre les 355 nanomètres. D'accord, parfait. Donc sous vos Second yeux, allumage à Voum. Voilà l'allumage. Je vous avais dit, il va être très court, ce deuxième allumage. C'est un allumage qui va durer un peu plus de 20 secondes. Le pilotage est calme. Il va permettre de mettre Aeolus sur son orbite finale. La propulsion de la Voum est nominale. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter le DDO car c'est un moment important. Extinction de la Voum, ça y est. Et donc on rentre dans une phase balistique. On en a pour pratiquement une minute avant la séparation du satellite. On parle de l'orbite, alors il faut préciser quelle orbite, 320 km et au-dessus du Terminateur, vous m'avez dit. Le Terminateur, c'est la ligne sur Terre qui sépare le jour de la nuit. Donc d'un côté, on a le soleil, de l'autre côté, on a la nuit. Et Aeolus tourne à 320 km autour de cette ligne-là, donc il passe à peu près au pôle, bien sûr, et sur l'équateur. Et la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on fait les mesures du côté de la nuit, toujours. Sinon, le soleil on aurait des parasiterait. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc, le satellite suit le déplacement du soleil, mais il le suit à la limite du jour et de la nuit. Toujours à 6 h du soir ou à 6 h du matin. Solaire. C'est formidable. Et alors, est-ce que c'est pas mieux pour lui d'ailleurs, parce que le soleil, ça fait que, vous savez, ça chauffe beaucoup d'un côté. Il va recevoir quand même des rayons solaires. Pour nous, ça a au moins deux avantages. C'est d'abord que, comme on a le soleil toujours à 90 degrés à droite, notre situation thermique est stable. On voit toujours le soleil sous le même angle, et on n'a pas besoin de faire tourner nos générateurs solaires parce qu'il est toujours là au même endroit. Donc, c'est deux simplifications d'ingénierie assez significatives pour Aeolus. Alors, nous le regardons, Aeolus, vous voyez, il est à 323 km d'altitude, séparation, libération d'Aeolus. Ça vous fait quoi, Gilles? Tout le monde applaudit. C'est pas la fin de l'histoire, mais au moins...
Il est tout seul là-haut maintenant. Ouais, il est tout seul là-haut, il prend sa vie en orbite, tout là-haut dans l'espace. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde est ravi, vous voyez, bah oui, forcément tout le monde a le sourire. J'aperçois Stéphane Israël, Aschbacher qui est là et tout le monde évidemment à Jupiter est content. Alors il va y avoir quand même un certain nombre de vérifications, on va venir, mais je voulais poser une question puisqu'on parlait tout à l'heure du miroir si parfait. Vous m'avez dit quelque chose d'incroyable, c'est on ne peut pas faire le point sur ce miroir avec un appareil photo. Il est perdu. Ni avec un appareil photo, ni en le regardant, parce qu'il n'y a rien à voir. La surface, elle réfléchit 100% de la lumière que mon œil perçoit. Donc il n'y a pas de surface sur laquelle je puisse accrocher mon œil ou mon appareil photo. Et s'il y en avait une, ça voudrait dire qu'il y a une poussière ou qu'il y a un défaut, et ce serait très mauvais pour le miroir. Donc du coup, une inspection du miroir est très très compliquée. Ah bah oui, ça je me doute. Comment vous faites d'ailleurs pour l'inspecter? Alors avec des loupes, des microscopes, avec une lampe, Dominique et Seb faisaient ça avec une lampe très très puissante, et toutes les 5 minutes, ils devaient s'arrêter pour regarder la salle blanche, pour refocaliser sur quelque chose de réel. Pendant que vous parlez, on revoit les images, c'est le replay, c'est ces images. Tout à l'heure, il y a pratiquement une heure, que Vega se 12e... Oula, les oiseaux, je n'avais pas remarqué, ils étaient sur le portique, ils ont dégagé tout à fait, tout de suite, quand ils ont senti cette impulsion formidable, parce qu'il y a des vibrations, c'est le moment d'ailleurs le plus dangereux pour Aeolus, je suppose. Sont les plus difficiles à vivre, en effet. Bah oui, parce que c'est là que évidemment ça pousse au maximum. On est dans l'atmosphère terrestre, c'est ça. Donc on a le passage du mur du son, et puis on a les vibrations causées par ce formidable moteur du premier étage, qui est extrêmement puissant. Donc, bien sûr. Donc ça bouge beaucoup à l'intérieur, oui. Donc effectivement, ça bouge beaucoup. Donc effectivement, c'est le passage critique pour votre satellite, votre bébé. Vous l'avez porté à bout de bras pendant 18 ans. Donc effectivement, je suppose que ça vous fait chaud au cœur quand même là. Oh, je suis fantastiquement heureux, ouais. On va jusqu'au déploiement des générateurs solaires, et puis là, c'est le paradis sur Terre. Alors les générateurs solaires, donc le déploiement des ailes du papillon, le déploiement ça intervient quand d'ailleurs? Ça intervient à peu près à H0 plus 1h45 minutes. Donc dans 1h45, non, puisqu'on est déjà à 40, donc c'est dans 45 minutes que les panneaux solaires vont se déployer. On va avoir ce système habituel du panneau solaire qui se déplie. Comme un accordéon. Il y a quoi? Il y a trois panneaux. Ouais, d'accord, 3 panneaux par panneau, ben voilà. Au moins c'est clair. Et pendant qu'ici, à Jupiter, tout le monde est très attentif et regarde le mur d'images, alors à la loupe, nous allons voir un film qui présente justement les opérations post-séparation, les opérations après la libération qui interviennent sur Aeolus. Nous nous trouvons dans une phase décisive après le lancement réussi et la séparation de notre satellite Aeolus grâce aux équipes ici au CSG, avec le CNES et bien sûr l'ESA, mais aussi les équipes d'Arianespace et du fabricant du satellite. Nous avons travaillé ensemble d'une manière très proche avec une très forte coopération qui permettra d'obtenir le succès. Nous sommes arrivés d'Europe il y a 7 semaines par bateau et depuis, nous avons pu remplir les réservoirs et transférer le satellite au travers les différents bâtiments, tout en respectant les critères de propreté afin que ces critères de performance soient respectés. Donc, après ces bonnes nouvelles de la séparation et de l'acquisition du satellite par la station de New Norcia en Australie, nos attentes vont vers la confirmation que la séquence automatique de toutes les actions, comme celle du déploiement des panneaux solaires qui va durer 19 minutes, se réalise avec succès. À partir de ce point, nos collègues de l'ESOP, le Centre de contrôle des opérations à Darmstadt en Allemagne, prendront la maîtrise des opérations qui amènera le satellite de l'état de sécurité à l'état de stable. Cela prendra 3 jours. Ensuite, l'instrument sera mis sous tension, ce qui est vraiment le début pour créer les profils de vent, et ceci prendra du temps. C'est un instrument très complexe et nous aurons besoin de l'expertise précise des industriels. Vers la fin de l'année, nous devrions être en mesure de confirmer la bonne santé de tout le satellite et en particulier de l'instrument. La suite consistera à délivrer des données de très haute qualité aux utilisateurs, comme les météorologues et leurs prévisions, ainsi que les
les spécialistes des prévisions climatiques dans toute l'Europe et même le monde. Tout se passe bien pour notre Vega, 12e lancement de Vega. Si vous nous avez suivis depuis le début, eh bien, vous avez eu raison. La preuve, tout s'est bien passé. Ici à Jupiter, les gens sont ravis. Là, nous sommes côté téléspectateurs. Tout à l'heure, nous étions dans le bocal, dans le fishbowl. Tout le monde a le sourire, c'est bien normal. Et les opérateurs, visiblement, ils ont tous eu confirmation, vous pensez, Gilles, à l'heure actuelle ? On est même en liaison avec Darmstadt. Regardez, là, je pense que c'est un direct. Hein, donc, Kourou Darmstadt. Oui, en tout cas, je vois Franck de Braud, mais je vois pas. Est-ce qu'il sourit ou est-ce qu'il sourit pas? Est-ce qu'il est d'un naturel souriant? Ah, Franck est souriant naturellement. D'accord. Stéphane Israël est là. Il prend des informations. Confirmation client, on me dit dans l'oreille, donc voilà, c'est confirmé de toutes parts. Visiblement, tout va bien pour Aeolus. C'est un grand soulagement, non, pour vous? Oh, ben, c'est plus qu'un soulagement maintenant. Ouais, je sais pas. J'ai atteint la limite de mon émotion. Vous avez plus de mots là. Non, parce que soulagement, ce serait juste que j'avais eu une peine et j'en suis soulagé. Mais c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Oui, mais un soulagement, vous n'aviez pas du tout aucune anxiété, aucune inquiétude, aucune. J'étais terriblement inquiet, bien sûr. Faut voilà, pas le dire. Quand même. Bah oui, faut pas le dire, bien sûr. Mais vous l'étiez. Bah oui, quand même. J'imagine après avoir porté un projet pendant 18 ans. On va dire tout de suite que vous avez un blog, vous allez nous donner les coordonnées. Pour les gens que ça intéresse, vous êtes un dessinateur hors pair en plus, vous avez fait un album sur toute cette aventure à Aeolus. J'ai eu l'occasion de le feuilleter. On peut le voir sur Internet, c'est votre nom, je crois, Gilles Labruyère. Alors j'ai deux blogs en fait, j'ai un blog Aeolus et un blog avec mes dessins. Le blog avec les dessins, c'est www.gilscao.wordpress, tant pis pour la publicité, .com. Voilà. Et celui sur Aeolus qui raconte la campagne de lancement et bon jusqu'à l'ouverture des générateurs solaires, c'est www.aeolusweb.wordpress.com. Oui, moi j'ai vu les deux, vraiment ça vaut le coup d'œil. Alors j'encourage ceux. Alors si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous mettez son nom, surtout Gilles Labruyère, et vous tomberez à Aeolus et vous tomberez sur ça. On va pas faire de publicité, mais enfin googlisez maintenant, c'est pratiquement le langage commun. Donc ici à Jupiter, eh bien tout le monde est content puisque les stations Sol, les informations clients, ici Ariane Espace, le CVI sans doute, tout le monde semble d'accord. Ça s'est très bien passé pour ce 12e vol de Vega depuis la Guyane. Donc, eh bien, tout le monde en profite pour croiser ces informations. Vous le voyez, eh ben oui, ils sont là. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui montre quelque chose et puis on cligne des yeux. On a beau avoir des lunettes, on a envie d'aller plus près pour vérifier. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe ici, en tout cas à Jupiter. Et dans quelques instants, eh bien, nous allons forcément avoir les discours de fin. Alors, les discours de fin, si vous êtes un habitué de nos vidéotransmissions, vous savez que ça clôt notre émission, ça clôt notre direct de vidéotransmission. Et il y a évidemment Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, qui va prendre la parole. Il y a les différents responsables, donc clients, qui vont s'exprimer pour dire sans doute tout le mérite qu'ont eu les équipes, parce que c'est des équipes qui ont travaillé dur, comme vous, Gilles, 18 ans de travail sur ce projet. Forcément, on ne peut pas l'oublier, c'est une grande partie de votre vie. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez, auxquels vous voulez dire un petit merci? C'est le moment, c'est l'instant, et je vous couperai, quant à moi, si jamais je vois Stéphane Israël se diriger vers le pupitre, puisqu'ici, à Jupiter, c'est bien. Tous les gens sont très détendus. C'est une belle soirée. Alors, eh bien, si j'ai ce petit temps à la fin, je voudrais juste remercier notre ingénieur opticien qui était avec nous, qui s'appelle toujours Alain Culoma, donc qui a porté le design de l'instrument et le design du laser pendant toute la durée du projet et qui malheureusement a été atteint d'une maladie encore bien plus grave que la mienne et voilà, qui est parti, qui n'a pas regardé le lancement ce soir parce qu'il n'est pas en état de le regarder. J'ai une bien bonne pensée pour toi, Alain.
Ah bien, vous avez eu raison de faire cet hommage, de faire ce coucou, j'ose le dire, à quelqu'un qui est dans la difficulté, alors qu'Aeolus, lui, eh bien, il est dans sa plénitude. Il commence sa vie, Aeolus, pour 3 ans de bons et loyaux services, on l'espère en tout cas, alors qu'à Darmstadt, eh bien, il y a ce monsieur qui prend des informations. Il est entouré. Vous voyez derrière le logo de l'ESA, donc European Space Agency, c'est l'agence spatiale européenne. On peut envoyer un coup de chapeau aussi à l'agence spatiale européenne, car il finance des projets très ambitieux, des projets scientifiques formidables, alors qu'ici tout le monde se lève. Alors là, superbe. Alors voilà. Bon, c'est plus que la confirmation, c'est un hurrah, un bravo général. Alors qu'est-ce qu'on a cette Superbe, alors que Gilles se pose des questions, mais nous on s'en pose plus, puisque visiblement tout le monde est ravi que ça soit confirmé, reconfirmé, et que Aeolus puisse prendre sa vie là-haut tranquillement. Voilà, mais je vous laisse l'ambiance là, parce que là il n'y a plus à parler. Standing ovation pour Aeolus, ça fait plaisir, non, Gilles? Ouais, ça fait plaisir, ouais, absolument. Vous n'êtes pas trop fan, vous, de ces grands raouts officiels, je crois le savoir. Vous travaillez plus dans l'ombre et vous travaillez comme un ingénieur sur du concret, du pratique. Mais effectivement, c'est bien d'avoir un peu ces moments de ferveur, parce que c'est pas tout le temps qu'ici, en Guyane, tout le monde a l'air vraiment enthousiaste. Donc, longue vie à Aeolus. Alors qu'ici, tout le monde, c'est les embrassades, carrément, les accolades, a big hug, on se serre les mains, les gens sont tous debout pratiquement. Ben non, il y a une partie qui est debout, alors c'est sur ma droite, moi qui suis en cabine, tout en hauteur, et puis peut-être des gens un peu plus spectateurs, parce qu'il y a du grand public ici qui vient voir les lancements. Il y a des gens qui viennent en Guyane pour voir un lancement, ils viennent, mettons, faire du tourisme, ils en profitent pour, s'ils arrivent à décrocher une invitation, parce que la jauge est vite pleine ici. C'est plein. Ah oui, c'est pas le stade, c'est pas le Parc des Princes tout de suite. Voilà, c'est Stéphane Israël qui se met en place, c'est à lui. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, distinguished guests, chers invités, Arianespace est très heureux de confirmer qu'Aeolus a été séparé comme prévu sur son orbite héliosynchrone visée. Félicitations à tous. Aeolus va suivre les flux des vents sur la Terre et dans l'espace et va nous aider à protéger notre environnement. Cela sert pour démontrer nos atouts dans l'espace et va nous permettre de préserver notre environnement. Je voudrais remercier l'ESA et surtout Joseph H. Barker, le directeur ESA pour l'observation de la Terre, d'avoir confié cette mission à Arianespace. Je voudrais également souligner que le lancement de ce soir est la 50e mission d'Arianespace pour l'ESA. Et on garantit ainsi à l'Europe un accès autonome et fiable à l'espace, et c'est notre première mission. Cela n'aurait pas été possible sans le partenariat de long terme entre l'ESA et Arianespace. Et je voudrais remercier Yann Werner et dire combien Arianespace est reconnaissant envers l'ESA pour cette confiance. On voudrait également remercier toutes les équipes, en commençant par Airbus Defence and Space. Aeolus est le 120e satellite construit par Airbus et mis en orbite par Arianespace. Nous avons également 20 autres satellites dans notre carnet de commandes. Alors merci à Mathilde Royer-Germain qui est avec nous ce
ce soir et félicitations pour ce satellite clé. Pour son premier vol de l'année et la 12e fois depuis son introduction au CSG, Vega a mené une mission irréprochable. Cette mission a vraiment démontré la performance excellente et la souplesse de Vega. Je voudrais remercier tous nos partenaires, en commençant par l'ESA et tous les États membres du programme Vega. Avec nous aujourd'hui, merci à Robert Battiston, président de l'Agence spatiale italienne, qui fournit un soutien essentiel à Vega. Et on remercie également Avio, félicitations à Giulio Ranzo et toute l'équipe de Colleferro pour cette nouvelle réussite qui est remarquable. Nous avons 3 satellites qui vont être livrés par Vega C d'ici 2019 pour étendre la souplesse, la flexibilité et la disponibilité de Vega. Et je voudrais également remercier ceux qui ont permis la réussite de cette mission, ce lancement ici sur la base spatiale. Tous nos prestataires au sol et tous les employés de la base spatiale. Et je voudrais bien sûr rendre hommage à tous mes collègues à Arianespace pour ce 5e lancement en 2018. J'invite maintenant mon client et mes partenaires à venir me rejoindre à la tribune. Here in the control room at ESOC in Darmstadt. Je suis avec vous depuis ESOC à Darmstadt et je vous assure, c'était très impressionnant pour moi. Cette fois-ci, je n'ai pas été à Kourou. Ces 2 dernières journées ont été très stressantes pour moi. Je n'ai pas pu me rendre à Kourou. Et je me suis dit, si je reste en Europe, je serai très décontracté, mais ce n'était pas le cas. Nous avons eu un report en raison des vents. C'était très difficile pour moi, mais maintenant que je vois que le satellite fonctionne. Bien sûr, il nous faut faire des tests dans les prochains jours, mais c'est vraiment un grand moment. Je suis très heureux et mon cœur bat fort parce que c'est jamais facile de lancer un satellite. C'est vraiment un chef-d'œuvre de travail d'équipe et de travail scientifique. Alors, je remercie toutes les équipes et je suis très heureux que cette mission fasse partie de nos missions Earth Explorer. J'espère que Aeolus va nous fournir des données qui vont nous mener à la création de d'autres satellites. Donc, félicitations à toutes les équipes, félicitations à l'Europe pour ce succès européen. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour célébrer le lancement réussi du satellite Aeolus. Comme Joseph a dit auparavant, Aeolus fait partie du programme Planète Vivante de l'ESA, auquel Airbus a largement contribué avec des missions telles que GOSI, Cryosat, Swarm et dans un futur proche, EarthCare. Mais Aeolus est une mission très spéciale. C'est une première mondiale. Pour la première fois de l'histoire, nous allons pouvoir acquérir des profils des vents à l'échelle planétaire depuis l'espace. Ces premières mesures de comportement du vent à différentes altitudes va contribuer à améliorer les prévisions météorologiques à travers le monde et contribuer aux recherches à long terme sur le climat. C'est de cette manière que l'espace nous fournit un nouveau moyen de comprendre notre environnement et de mieux appréhender notre planète. Comme vous pouvez imaginer, une telle mission innovante n'était pas de tout repos.
Le développement d'Aeolus, surtout du système laser UV complexe de l'instrument Aladdin, a représenté un défi technologique énorme. Je voudrais remercier l'Agence spatiale européenne d'avoir confié une mission d'une telle importance à Airbus et également toutes les entreprises du consortium qui ont collaboré à la réussite de cette mission. Ce que nous célébrons ce soir est le fruit de nombreuses années d'engagement et de dévouement de la part d'êtres humains, d'hommes et de femmes extrêmement compétents qui n'ont jamais baissé les bras. C'est le résultat d'un travail d'équipe exceptionnel à travers l'Europe. Je voudrais rendre hommage et remercier toutes les équipes qui ont contribué à ce succès. Surtout les équipes d'Airbus au Royaume-Uni, qui étaient le prime de cette mission, en France et en Allemagne. Vous pouvez être fiers de votre performance. Certaines de ces équipes sont ici avec nous à Kourou. Certaines sont en train de participer à ce lancement via la vidéotransmission à Toulouse et à Stevenage. Donc, bonsoir Toulouse. Hello Stevenage. Aeolus est véritablement une réussite européenne. C'est un merveilleux exemple de ce que l'Europe est capable de réaliser si les équipes coopèrent à travers les pays. Lorsque la volonté commune de réussir existe. Alors, fêtons tous ensemble à Toulouse, à Stevenage, ici à Kourou et partout. Encore une fois, félicitations à toutes les équipes et bonne chance à Aeolus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers clients, je suis très heureux de pouvoir vous dire que l'ESA va bientôt être de nouveau avec nous au CSG en octobre avec Ariane. Ce sera avec Bepi Colombo. Et vous pouvez imaginer combien nous sommes excités de lancer Bepi Colombo. Nous allons avoir des clients commerciaux pour la 100e Ariane 5, qui va être la 300e mission lancée depuis le CSG. Cela va se passer au septembre et va réunir Intelsat, Sky Perfect GSAT et Azer Cosmos. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Donc depuis la terrasse, après ce lancement réussi, nous allons vous dire au revoir. Arianespace a encore une fois connu la réussite avec ce lancement de Vega. Parce que je sais qu'il m'arrivera maintenant de regarder le ciel pendant ces 3 années où il va fonctionner là-haut à 320 km au-dessus de nos têtes en orbite. Et je dis un grand bravo à toutes les équipes et je pense à son lidar ultraviolet et à son miroir si parfait qu'aucun appareil photo n'arrive à faire le point dessus. Arianespace vient de lancer son 8e mission d'observation de la Terre. Aeolus va commencer sa vie dans l'espace. Aeolus maintenant se dirige vers son orbite finale et va commencer à nous envoyer des données pour améliorer les prévisions météo et nous aider avec nos recherches sur le climat. Félicitations à tout le monde. Ça c'est vrai à chaque lancement et lors de ce décollage c'était peut-être encore plus vrai que d'habitude, c'est qu'il y a
une espèce d'adrénaline qui monte comme ça, on est enveloppé d'une atmosphère, c'est le goût inimitable, croyez-moi, de l'aventure spatiale. Et tous ceux qui ont assisté à des décollages ici savent de quoi je parle. Donc restez fidèles à Arianespace, restez fidèles à ces lancements depuis le centre spatial guyanais et soyez avec nous le plus possible et le plus longtemps possible. You can put your hat on. Ah oui, j'ai oublié de mettre ma casquette. Ah ben voilà, ça y est. Now we can say a proper maintenant, goodbye. on peut dire Our au next revoir. flight, the 100th Ariane 5 and the 300th mission of a member of the Centième Ariane Ariane family. 5 That's et a la couple of big 300e milestones. You mission won't want to miss depuis it. le CSG. We'll be here. C'est We hope you vraiment will un be jalon. too. Il So faut until pas then, rater cela. on behalf of everybody Nous allons here at the être Space Base, ici. Pierre Donc, Junier, au nom de Joshua tout le Jample monde saying thank ici you à for la being base with us. We hope you spéciale, enjoyed it. We Pierre certainly Junier, did. au And we look revoir. forward to being with Merci you d'avoir été next avec time. nous Goodbye, et everybody. nous avons hâte That's de for vous sure, retrouver pour la Josh. prochaine fois. Eh bien, on a fêté, vous savez, cette année les 50 ans de lancement au Centre spatial guyanais. Ce sera le prochain vol, ce sera le 100e lancement d'une Ariane 5. Vous vous rendez compte? 100e lancement d'une Ariane 5 et ce sera le 300e lancement de la famille, des lanceurs de la famille Ariane 5. Donc je crois que les chiffres parlent par eux-mêmes. Je vais faire comme Josh. Je vous souhaite une très très bonne nuit pour ceux qui sont avec nous en Guyane. Et au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Allumage et décollage.